Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver sur un nouvel épisode du podcast. Cette fois, j'accueille Valentin et Geoffrey, développeurs web que j'ai rencontrés il y a quelques années au sein de mon entreprise de cœur Valdec. Geoffrey et Valentin, vous complétez le point de vue et le témoignage que Julien avait apporté il y a quelques épisodes à propos de leur quotidien de développeurs web. Je vous laisse les écouter et peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir vous dire que tous les développeurs web ne sont pas des geeks. Hello Geoffrey, hello Valentin, je suis très contente de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui pour qu'on parle sérieusement cette fois parce qu'on est amis aujourd'hui, mais on l'a pas toujours été. Aujourd'hui vous allez me parler de votre quotidien de développeur, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun très rapidement ? Moi c'est Valentin, je suis développeur depuis 6 ans. Et je fais principalement ce qu'on appelle du back-end, donc tout ce qui est la partie serveur derrière, ce qui se passe derrière les sites internet en gros. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Geoffrey, à toi. Bonjour Mélissa, alors moi c'est Geoffrey, comme tu l'as déjà dit, je suis développeur depuis 10 ans, et contrairement à Valentin, je suis plutôt développeur front-end, donc la partie visible du site internet. La guerre va peut-être commencer durant cet épisode, ou pas ? C'est fini la guerre, ça a été longtemps la guerre. Maintenant, les fronts et les backs sont plus amis qu'avant. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en dev et qui n'évoluent pas dans le monde du numérique, est-ce que vous pouvez rapidement, peut-être tous les deux en échangeant, nous dire quelle est la différence entre le back et le front ? C'est quoi le back-end ? C'est quoi le front-end ? Et pourquoi c'était la guerre avant ? Moi j'ai une idée. Est-ce que Valentin ne présenterait pas le front et je m'occuperai du back ? J'adore tes idées, Geoffrey, comme toujours. On peut faire ça. Du coup, le front-end, ça va être, quand vous arrivez sur un site, tout ce qui est la partie visible de la page internet qui s'ouvre devant vos yeux. Donc, les images, le texte et toutes les jolies choses qui vont apparaître pour que le site soit fonctionnel et que vous puissiez naviguer dessus sans trop de problèmes. À peu près, en résumé, c'est ça, quoi. Okay. En très très gros résumé, c'est ça. Et le back-end, ça va plutôt être la partie, tout ce qui se passe derrière. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est qu'il y a une voiture. La voiture, on va avoir la carrosserie et tout, ça va être le front, donc la partie visible. Yes. Mais la partie, entre guillemets, complexe, ça va plutôt être le moteur. Et le moteur, c'est plutôt le back-end. Le moteur entraîne la carrosserie, le front entraîne le back. Non, le back entraîne le front. Et on bosse tous ensemble, main dans la main, pour arriver à la meilleure expérience pour l'utilisateur final et pour l'utilisateur final. Oui, parce que même s'il y a une différence entre les deux, l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre, en fait. Exactement. Alors, surtout maintenant. Il y a quelques années, pour revenir, il y a une quinzaine d'années, les développeurs front, ça n'existait pas. Il y avait principalement des développeurs back et des sites internet moches. Parce que... C'est pour ça. Le site internet était moche en fait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de front. Parce que c'était fait par les backs. C'était fait par les backs et surtout qu'il n'y avait pas il n'y avait pas l'importance de la beauté sur un site internet avant c'était surtout fonctionnel alors qu'aujourd'hui, exactement. Avec tout ce qui est interface, on va dire utilisateur, etc., on se rend compte de l'importance du front pour finalement qu'on clique et qu'on achète. Exactement. Je pense que c'est un peu ça qu'il y a derrière finalement. Exactement, et le front a pris une force depuis, je pense, 7-8 ans. Entre moi, au moment où j'ai commencé le dev et maintenant, le front a pris beaucoup plus d'importance. Et je pense que même Valentin, sur les 5-6 dernières années où il a travaillé, il s'est rendu compte que le front a pris vachement plus d'importance. On fait des choses plus complexes qu'avant. Avant, on faisait du CSS. Pour expliquer le CSS, c'est compliqué. En fait, on fait de la peinture. On faisait de la peinture. Un ami nous dit toujours background color égale red pour dire que le fond du site est rouge. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais donc maintenant, il faut qu'on ait des vrais... On va pas rentrer dans les détails techniques, mais on a il y a des fonctionnalités, il y a des nouveaux langages qui nous permettent de faire beaucoup plus de trucs,
où on peut totalement se désolidariser du bac, ce qu'on appelle les sites headless, qui sont Ok. un peu sans tête. Mais Mais on va arrivera pas plus tard. rentrer dans les détails le détail techniques. de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que quand tu avais commencé il y a 7-8 ans, c'était pas forcément le cas. On va dire, Non. le front était moins important. Et donc, on va revenir des années en arrière, et à vos débuts. Est-ce que tous les deux, vous avez toujours voulu être dev? Alors, ça dépend à partir de quel âge. Bah, vas-y, continue, Geoffrey. Moi, dans ma... Ton dans- rêve, on va dire ton rêve d'enfant, Mon ou quand rêve t'étais au collège. de collégien, lycéen, c'était plutôt être ingénieur automobile. Ah oui, oui. d'accord. Ah oui. On apprend des choses. Oui, vous n'aviez jamais parlé de T'étais ça. au courant. On n'avait jamais parlé de ça. Et la vie a fait que je me suis retrouvé à faire des études qui n'avaient rien à voir, etc., etc. J'ai fait un DUT, Services et réseaux de communication, qui maintenant je crois que s'appelle MMI, D'accord. multimédia, je sais pas quoi. Et c'est des études pour être chef de projet. À l'époque, je voulais être graphiste, mais j'avais pas de talent. Donc, Donc finalement, non mais c'est vrai. Et parce que pour être un bon graphiste, il faut avoir du talent, je trouve. Et je me suis orienté petit à petit vers le dev. Et voilà comment je me suis retrouvé Ouais, ok. dans cette ok, bah, histoire. c'est intéressant. Et toi, Valentin, parce que vous connaissant un peu, je sais que vous êtes assez différents, même Ouais. s'il y a des points de similarité. Quel était ton rêve quand tu étais jeune, Valentin? Bah moi, à la base, en post-bac, je m'orientais plutôt sur de l'animation 3D. Donc faire du cinéma d'animation ou du jeu vidéo. Ah oui, oui. Donc, Presque du graphisme. Ouais, Voilà, presque. Et, ça. et finalement, tu es développeur bac. Donc, Exactement. Donc, en fait, quand j'ai fait toutes les portes ouvertes de toutes les écoles de graphisme de Paris. J'avais postulé, etc. Et en sachant qu'il fallait faire une mise à niveau en art appliqué, ce qu'on appelle une MANA, à l'époque, en fait, j'ai complètement abandonné parce que je voulais pas faire un an à perdre du temps pour me remettre à niveau. Et surtout, en arrivant dans les écoles, j'ai vu le niveau incroyable que les gens des avaient. autres, ouais. Sachant que moi, je gribouillais juste sur des carnets et que c'était pas... Enfin, Oui, tu te toute sentais raison pas- gardée, En fait, c'était c'est un pas... peu comme Geoffrey, j'ai l'impression que vous vous êtes dit que vous n'aviez pas assez de Ouais, pour le graphisme, talent. ouais, c'est ça. pour faire ce que vous vouliez au Voilà. départ. Et non, après, du coup, je suis allé sur un parcours plus simple parce que, mis à part ce côté artistique, moi, c'était plus la physique qui m'intéressait. Donc, j'ai fait prépa scientifique. Ouch. Voilà. Tu fais Le mec, partie de ces gens-là. intelligent des Ouais, trois, ouais. là. Enfin, à Exactement. l'époque. Hein, parce que l'époque, moi aussi, oui. j'ai fait une prépa et ça se voit pas. Voilà. C'est vrai. Et en fait, au moment des résultats des concours, j'ai vu qu'il y avait une école d'ingé informatique généraliste. Et je me suis dit, c'est un peu le moment de raccrocher les wagons. Parce que justement, cette école proposait un secteur, une spécialisation en jeux vidéo et en animation, D'accord. etc. Alors là, je vais faire un petit aparté. On parle bien de l'EFRAY. Exactement. Et il y a un master jeux vidéo à C'est l'EFRAY. pas un master, c'est Une une spé. spécialité. Ouais. D'accord. Alors, elle s'appelle pas vraiment jeux vidéo, je sais plus exactement le terme exact, mais c'est... en fait, on va t'apprendre à manipuler des outils comme Unreal Engine, qui sont des moteurs graphiques, à coder ces moteurs-là pour créer du jeu vidéo. Et beaucoup de mes potes qui étaient dans ce secteur-là finissent par aujourd'hui travailler dans le jeu vidéo. Je savais pas. Voilà. Pourtant, je connais très bien l'EFRAY. Exactement. Et tu sais très bien Ouais. pourquoi. Et donc, tu m'apprends quelque chose. Donc, Sauf que je n'ai pas fait cette spécialité, j'ai fait ingénieur logiciel, parce que du coup j'ai changé d'avis en cours de chemin, D'accord, ça n'a aucun et c'est pour sens. ça que je suis dev aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, mais ce qui est intéressant, en fait, et qui peut être rassurant pour ceux qui écoutent, qui pensent à être dev ou à se reconvertir, c'est que finalement, rien n'est joué d'avance, quoi. Toutes les personnes ne rêvent pas d'être développeurs, ils n'ont pas commencé à coder quand ils avaient 10 ans, quoi. Développeur, c'est un des rares métiers, je trouve encore aujourd'hui, où on peut arriver sans formation professionnelle, juste avec un book. Alors, quand on a un développeur bac, c'est plus difficile de montrer un book, mais c'est quand même un des seuls métiers où on peut arriver sans études, juste si on a envie. Si on a fait peut-être une petite formation de 3 mois minimum, genre le wagon, t'en as peut-être d'autres, Ouais, la Mélissa. 3W Academy, Voilà, des trucs comme la même Web Code School. comment ça s'appelle Le le site du zéro, non, c'est qui n'a plus de Open Classroom. Open Classroom, où on peut devenir développeur assez. Alors, c'est pas facilement parce qu'il faut se donner du temps, il faut avoir envie, il faut que ça plaise parce qu'on Et rentre puis il pas faut de comme la ça. vraie curiosité aussi. Ouais, ah oui, Parce que oui. moi, je forme des gens, justement, qui veulent être dev, etc.
et on voit clairement ceux qui se disent curieux et ceux qui le sont vraiment. Enfin, il faut coder en fait, il faut s'exercer. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec ça, justement, sur le côté où faut mettre les mains dedans, échouer. Il y a un attrait. Demander. Il y a un attrait pour le développement. Je pense que c'est une logique. Alors, je vais pas dire mathématique, mais surtout sur du bac, on va faire pas mal d'algorithmie, etc. Donc il y a une façon d'approcher les problèmes. Et c'est pas tout ou rien, mais c'est un coup à prendre. C'est une logique, il faut rentrer dans la logique. Et du coup, c'est là où, comme tu le dis, on va pouvoir faire la distinction entre quelqu'un qui est motivé et passionné. Et c'est là où souvent les gens en reconversion, on leur vend un peu du rêve avec un métier argent facile, un métier facile entre guillemets. Et justement, le fait que des plateformes, de la documentation soient hyper accessibles. Aujourd'hui, notre métier, ce que nous on connaît nos connaissances, elles sont en libre service sur Internet. Donc c'est pour ça que ça donne ce sentiment de simplicité de notre travail, entre guillemets. Hein. Mais ensuite, l'implémentation et l'utilisation de toutes ces connaissances-là, ça nécessite quand même un petit plus, et tous les gens ne l'ont pas. Donc la reconversion est facile, mais en même temps pas accessible à tout le monde. Ouais, ok. Merci d'avoir réinsisté là-dessus. Après, quelqu'un qui n'est pas motivé peut devenir un développeur, mais ne sera jamais un bon développeur et ne montera jamais dans les hautes sphères du développement. Merci. Il faut, par contre, c'est pas à côté de ça, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi de monter. On peut être un très très bon développeur exécutant, et il y en a besoin partout de gens qui font des tâches peut-être un peu moins complexes, mais qui sont aussi importants qu'un architecte, qu'un lead, qu'un développeur senior. Il faut de tout. Et vous pouvez venir développeur et après se rendre compte de est-ce que j'ai envie d'évoluer, est-ce que je vais être assez curieux, est-ce que j'ai envie de passer mes soirées à faire du développement. Tout le monde n'a pas envie, on n'oblige personne de le faire, et il faut garder, faut savoir où on veut aller et pas espérer d'avoir plus en faisant pas grand chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même énormément de concurrence, il y a des développeurs partout, et ayant été chargé de recrutement dans le domaine, je sais qu'il y en a partout des devs, quoi. Le marché, il est presque saturé, même si on en a toujours besoin, mais j'ai oublié ma question. Alors, je vois où tu voulais en venir. Alors, c'est saturé, oui et non. Parce qu'il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de développeurs, et je trouve qu'il y a peu de bons développeurs. Il y a beaucoup d'exécutants. C'était ma question. En fait, merci, Geoffrey. Je savais, tu vois, on se connaît. C'était justement, est-ce que finalement, même s'il y a des moins bons développeurs, finalement, vu l'état de la concurrence, aujourd'hui, c'est pas mieux d'être un bon développeur finalement, ou en tout cas de se donner les moyens d'atteindre peut-être cet idéal-là. Pour parler de mon expérience personnelle, moi j'ai pas de diplôme. Mon DUT, je l'ai raté. J'ai passé 1 an au chômage à apprendre tout seul le développement, parce qu'à l'époque, j'aimais pas ça, et j'ai découvert un attrait, comme en disant, en étant curieux et en apprenant par moi-même, et c'est là que j'ai eu envie. J'ai trouvé un job et j'avais pas un CV incroyable. J'avais plutôt au tout début une position plus d'exécutant, parce que j'avais pas encore fait ce passage-là au stade au-dessus. J'ai passé plus d'1 an à chercher un emploi. Ça a été pas facile, j'ai été démotivé, mais du moment où j'ai remis les mains dans le cambouis, je me suis dit il faut que je me remette dedans. J'ai trouvé du travail plus facilement, et après, à chaque fois que j'ai voulu changer de boîte, ça s'est fait très bien. Mais au tout début, j'en ai chié, et c'est normal. Dit, t'en as chié, donc ça veut dire que oui. Tu as fait. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bon pas tous, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça va être facile et qu'on n'en chie pas en fait. Alors que finalement, surtout quand tu es autodidacte, je pense que Valentin, tu auras peut-être un point de vue, une expérience différente. Mais pour les autodidactes ou les gens en reconversion, en fait, tu es obligé d'en chier. Après, la différence de Valentin, c'est que le bac, c'est ancré dans les entreprises. Un développeur bac, t'as un master. Ouais. Il a un master, il sait développer. Un autodidacte qui fait du front, forcément, c'est beaucoup moins... Surtout que tu es arrivé sur un moment charnière du front où c'était le début. Enfin, le début de l'évolution. C'était le début de l'évolution du front. Donc, c'était... toi, tu avais tout à apprendre à ce moment-là. Alors que moi, qui suis arrivé un peu plus tard dans le marché du travail, et surtout, comme vous l'avez dit, avec un master et issu de grandes écoles, ça peut
ça peut, comment dire, en fait, ça m'ouvre des portes plus facilement. Ah, mais ça, parce on que le sait. les forums des écoles, Mais oui, on forcément. voit les entreprises qui viennent chercher des profils comme les nôtres en sortie d'école d'ingénieur. Et mais souvent, il y a aussi un problème avec ça, c'est qu'on va nous diriger vers on va nous promettre des postes à responsabilité très vite. Et au final, il faut qu'on fasse nos preuves comme tout le monde, et ça crée un décalage. Donc en fait, on arrive dans le monde du travail avec des problématiques différentes qu'un autodidacte, mais on se confronte à la même réalité qui dit que en fait, tout n'est pas gagné d'avance et qu'il va falloir charbonner pour faire sa place et montrer de quoi on est capable sur la finalité. Donc je pense que nos deux parcours et nos deux points de vue et nos deux vies, en fait, sont complémentaires à ce niveau-là, parce qu'en fait, on est capable de donner un peu un panel global c'est de ce clair. qui est possible, de comment arriver sur ce métier. Et en plus, vous êtes arrivé au même endroit, donc dans la même entreprise. Quasiment au même Quasiment au moment. même moment, Quasiment 3 au même mois, moment, 3 mois donc d'écart. c'est ce qui est assez intéressant. Est-ce que vous avez été amené à travailler sur les mêmes projets? Au tout Pas début, du ouais. Au tout début, ouais. Tout début, ouais. Et donc, Geoffrey, tu étais déjà développeur front. Ah non. Alors moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise où on est, je suis redescendu. En fait, avant, j'étais développeur, entre guillemets, full stack. Donc, développeur full stack, ça veut dire développeur qui fait à la fois le front et le back. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise où je suis toujours actuellement et où j'ai bossé avec Valentin, On peut dire que c'est Valtech. je ne savais pas si on avait le droit de le dire. On donc- peut dire que Donc c'est quand je suis arrivé Valtech. chez Valtech, j'ai décidé de changer d'orientation. Enfin, changer d'orientation, rester développeur, toute proportion gardée, et de me concentrer sur le front. Et j'ai décidé de redescendre en matière de responsabilité. Je suis passé de lead dev full stack à intégrateur, qui est entre guillemets le plus bas niveau des développeurs front, qui ne se dit même plus vraiment maintenant. Et donc on bossait avec Valentin. Valentin était petit junior stagiaire développeur back. Et J'étais plus stagiaire à l'époque, mais oui. si, tu étais encore stagiaire. Non, parce que Je suis arrivé au mois de juillet. Oui, mais on a bossé ensemble sur le projet quand j'étais en CDI. Mais bon, Ah. bref. Bon, ce n'est pas grave. Nous n'allons pas débattre Non. à ce sujet. Et justement, alors, chez Valtech ou même avant, vous parliez de la guerre un peu qu'il y avait entre les backs et les fronts. Est-ce que au sein de Valtech, vous avez ressenti cette guerre-là dans vos expériences passées? Et vous, d'un point de vue peut-être pas très professionnel, mais est-ce que ça vous arrive de charrier les autres sur leurs compétences? D'où vient ce mythe en fait? Alors, je pense que ça démarre, pour moi, ça a démarré à l'école d'ingé, où il fallait se définir. Il fallait soit être back, soit être front. Et quand on a des projets en groupe, souvent les projets de fin d'études sont en groupe, donc à plusieurs. Dans ma spécialité ingénierie logicielle, tout le monde veut faire le back, mais personne ne veut faire le front. Donc, par force des choses, moi qui avais cet attrait un peu artistique de l'époque de l'animation 3D, on y revient, c'est moi qui m'y collais, et au final, j'ai trouvé ça pas si mal en fait. Donc, je faisais un peu de back et très peu de front, mais vraiment. C'est vous en tout cas. Voilà, mais le minimum syndical, comme T'en disait. fais toujours un peu, hein. Oui, c'est vrai. Mais comme le minimum syndical, comme disait Geoffrey, c'est la peinture, quoi. On faisait pas toute l'architecture d'intérieur pour que ça soit joli, machin. On faisait juste un coup de peinture, histoire que quand on fait le rendu à l'école, Ça passe. ça ressemble un peu à quelque chose et c'est pas juste un fichier Word tout plat et c'est dégueulasse, quoi. Ça ressemble à un site de 2002, quoi. On est gentil. Et ensuite, en entreprise, tout de suite, on voit la différence parce que sur les projets sur lesquels on a été amené à travailler, il y avait besoin de cette complicité entre le back et le front. Il fallait nécessairement qu'on travaille ensemble sur les problématiques qui nous étaient données. Donc là, la guerre, c'est un peu atténué. Enfin, on parle On de se guerre. charrie. Voilà, On se charrie, mais on bosse de concert. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que on va toujours essayer de faire valoir un peu notre technologie, parce que c'est un peu notre fierté de développeur de dire je suis meilleur que toi et puis toi tu pues du cul, quoi. Merci. Voilà. Bip. Mais quand il faut bosser sur des problématiques, surtout dans le web, on ne peut pas, sauf si on est full stack et qu'on est capable de faire les deux. Oui, vous ne pouvez pas travailler sans, voilà. l'un sans l'autre. quoi. Surtout sur nos projets où c'était vraiment spécialisé. Quand j'ai rejoint Valtech, du coup, on travaillait à l'époque sur une technologie qui est bien précise et qui nécessite vraiment d'être spécialiste dans cet outil-là.
Qui gère très mal le front. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Mais donc, on ne peut pas se concentrer sur autre chose que sur la partie back. Donc, les profils full stack, ils sont un peu évincés à cause de cette technologie-là, parce que justement, il faut qu'on, surtout en étant nouveau, il faut qu'on gagne beaucoup d'expérience très vite sur ce produit-là. Sur cette solution. Voilà. Après, je pense que c'est aussi un problème d'entreprise. Pas que Valtech soit comme ça, mais toutes les entreprises du monde sont comme ça. On nous demande de choisir. Quand on est dans une grande société, on va toujours nous dire il faut que tu sois soit front, soit back. En start-up, on va te demander de tout faire. Ouais. Mais c'est un autre problème. Oui, c'est clair. Après, on rentre là dans les défauts de ces structures-là, et même ça va au-delà du poste de développeur. Et alors, là, on est rentré, on va dire, dans le détail très vite en parlant de développeur front-end, développeur back-end. Mais vous, pour vous, quelle est votre mission, on va dire, en tant que développeur? Donc là, on va enlever le côté front, le côté back. Mais pour toi, Geoffrey, pour toi, Valentin, quand tu dis que tu es dev, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise, en fait? Tu sers à quoi? Mon rôle, sans parler de technique, c'est de répondre à une solution technique à un besoin business. Donc, par exemple, une entreprise de luxe arrive et dit « Je veux un site internet pour vendre mes montres, pour vendre mes sacs à main, pour vendre mes voitures. » Je dois donner la meilleure solution sans mettre en avant le front et sans mettre derrière le back pour arriver à la solution ensemble de je vends des sacs à main, je vends des voitures, je vends tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et toi, Valentin, est-ce que tu te donnes le même rôle ou c'est un peu Moi, c'est un peu différent pour toi? Alors, parce que j'ai changé de structure, donc je suis dans une plus petite compagnie aujourd'hui qui n'a pas les mêmes enjeux. Ça va plus être des besoins en interne ou aller chercher des nouveaux clients avec une solution. Du coup, je suis plus dans l'applicatif, moi. Donc, je vais répondre soit à un besoin ou créer une solution qui va permettre d'aller chercher des clients et leur inventer un peu ce besoin-là. Oui. Donc, c'est un peu différent. Il y a toujours ce côté solution et réponse à un besoin, finalement. Exactement. On fait des équations de maths. On arrive 2x plus 2 égale 4 et il faut solutionner le problème. Mais en fait, j'avais fait un épisode précédent avec un autre développeur. Il m'avait donné à peu près la même réponse. Et en plus, je connais plein de développeurs différents. Et je trouve que les développeurs que je connais et que je fréquente et qui sont des amis sortent un peu du cliché du geek, en fait, ou du nerd. Et je voulais en parler avec vous volontairement parce que je connais un peu vos hobbies. Et est-ce que chacun vous considérez comme un geek, un nerd ou pas? Alors, dans les hobbies, oui. Parce que... Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, Valentin? En fait, on trempe forcément... Les jeux vidéo et les comics. Voilà. Jeux vidéo, comics, manga, enfin, toute cette... l'entièreté de la pop culture, ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Parce que c'est tellement rentré dans les mœurs qu'en fait, aujourd'hui, le geek est cool, en fait. Donc... Mais il y a quelques années, je jouais quand même aux jeux vidéo. Mais pour autant, tu vois, j'étais pas... à faire des programmes sur ma calculette et à faire des algorithmes sur ma calculette ou à faire des programmes sur un micro-ordinateur quand j'étais gamin. J'étais pas du tout dans ça, j'étais plus dans la consommation de la culture et pas dans cette approche informatique. Après, je pense que comme toute ma génération, on a eu un ordinateur très tôt dans les mains et du coup, j'ai eu des blogs où j'ai dû faire du back, du front et en fait, sans m'en rendre compte. T'as eu un Skyblog? Non. Alors un peu plus développé que ça. Attends, parce que là j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus quand même. Oui, tu vois, ça fait partie de mon background. C'est mon premier contact avec le web. C'est via ce truc-là. Et tu pouvais gérer via un outil très basique tout l'aspect visuel de ton site, blog. Et aussi tout le back où tu devais un peu gérer toute l'administration, créer des articles, etc. Et justement, le truc qui est drôle, c'est que j'avais ce blog-là avec mon meilleur ami de l'époque, qui est aujourd'hui motion designer et graphiste pour des grands trucs. Il a fait tous les clips d'Orelsan, les clips de Squeezie. Mais tu connais des gens bien, toi? Voilà. Donc, en fait, je pense que, tu vois, de là, moi, je gérais
un peu le front, un peu le back, mais plus le back de ce site-là, lui gérait plus le front. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve aux positions qui nous caractérisent. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, finalement, ok, c'était pas prémédité Non, de mais dev maintenant, back, mais quand on fait maintenant, la réflexion, tu vois quand même le lien. Et toi, du coup, Geoffrey, Après- est-ce que tu te considères comme un geek, toi? Alors, oui et non. Parce que, comme disait Valentin, il y a le geek, il y a quand même beaucoup Dans les de gens hobbies. qui pensent le geek un peu crasseux. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on revient à la curiosité dont on parlait tout à l'heure. Il y a le geek, alors il y a le bon geek et il y a le mauvais geek. Voilà, exactement. En fait, il y a le geek qui va rester dans sa chambre chez lui, qui va pas être curieux, qui va être curieux sur son domaine, mais qui va pas être curieux sur la vie. Ouais, le mot. Et il va rester, un peu comme on disait tout à l'heure, le dev tech, pur tech, mais qui va pas pouvoir parler avec les autres. Et à côté de ça, il y a plutôt la personne qui a une vie sociale, qui va plutôt s'orienter vers un rôle de dev un peu plus curieux, qui va aller gratter plus loin et qui va pouvoir peut-être plus facilement passer lead dans sa vie. Oui, et du coup, être en direct avec, Avec les le clients, client, exactement. échanger, etc. On va pas le cacher derrière son PC. Alors, il dev mieux que tout le monde. Mais par contre, il sait pas dire ce qu'il a dev, il sait pas dire comment il a dev, Mm, mm. et personne comprend ce qu'il a dev. Mais je pense que c'est là où il y a une différence entre ce qu'on appelait geek avant et ce qu'on appelle geek aujourd'hui. Oui, et je pense que ce terme, il est galvaudé. Il est de toute galvaudé façon. aujourd'hui. Mais justement, il y a cette part-là, c'est que dans notre métier, on a beau avoir des hobbies qui sont très stéréotypés encore pour les anciennes générations. Aujourd'hui, être développeur, c'est pas juste pondre du code et faire juste ce qu'on te dit de faire. On a besoin, et même que ce soit dans les grosses structures, dans les petites structures, dans les moyennes structures, mais vraiment partout, d'avoir des capacités de communication, et on ne peut pas faire sans en fait aujourd'hui. On doit pouvoir rendre compte de notre travail, mais surtout pouvoir vulgariser notre travail, nos connaissances, pouvoir parler avec tout type de corps de métier. Un développeur, ça parle à un chef de projet, à un graphiste, à un designer, à quelqu'un qui bosse dans le marketing, quelqu'un qui bosse dans le back ou dans le front, même avec les RH parce qu'il C'est ce peut que faire des j'allais dire. recrutements. C'est ce que j'allais dire. Donc le dev qui va être curieux, il va se retrouver au centre du projet et il va avoir un rôle super important. Il va vraiment parler avec tout le monde. Bah, c'est clair, et ça rejoint ce que tu disais. L'enjeu qu'il y a derrière, mine de rien, c'est le business, en fait. Et donc, un développeur qui est complètement éloigné de ça, pour moi, c'est un peu compliqué en termes même d'évolution, de visibilité, etc. Et puis, ça alimente le stéréotype. Si t'es un développeur qui reste caché, qui code dans le noir et qui n'échange pas, bah, finalement, ça sert pas forcément à l'image... Après, des il développeurs. en faut aussi, parce que Oui. des fois, ça rend des services... Oui, on a besoin de... On a tous Et- travaillé avec des gens qui sont comme ça, et en fait, qui sont des bêtes de et code, des machines, c'est ce Voilà. que j'allais dire. et qui vont faire les pompiers sur les projets quand c'est vraiment super chaud. Mais comme tu l'as dit, les perspectives d'évolution à terme, mis à part rester cantonné dans ce rôle-là, Ouais, ça c'est va jamais aller compliqué. plus loin que ça. Mm, mm. Et justement, vous, alors ça fait un certain temps que vous bossez. Geoffrey, je pense que ça fait un peu plus longtemps que Valentin. Est-ce que vous avez eu des évolutions que vous n'aviez pas anticipées? C'est-à-dire arriver peut-être sur des rôles et des postes où vous vous êtes dit jamais je ferai ça, et finalement vous le faites. Ou peut-être une techno, vous vous êtes dit non mais moi jamais je toucherai à ça, et finalement oui. Alors moi, je me suis retrouvé très vite propulsé dans des... En fait, quand tu parlais du dev curieux, je suis le dev curieux. Mais de base. Je m'intéresse à tout ce qui est dans le dev. Et je vais aller parler au chef de projet, je vais challenger ce qu'il dit et tout. Et je me suis très très vite, malgré moi, mais c'est une très bonne chose, retrouvé lead dev. En arrivant chez Valtech, je suis arrivé intégrateur. Au bout d'un an, il me passait lead dev. Sur une techno que je ne maîtrisais pas, que j'ai dû apprendre... Sur le tas, sur le tas, tu te rappelles, Valentin, ce projet de la mort, Exactement. où en 2 semaines, j'ai dû apprendre la techno et la développer et la mettre en place. Et après, je me suis retrouvé propulsé là, mais c'est trop bien. Parce que derrière, c'est que on a confiance en notre travail et on montre que, enfin, on nous montre qu'on peut le faire. Mm. Il y a une Mais reconnaissance. c'est quoi un lead du coup un lead développeur? En quoi ça change d'être un lead développeur Le développeur rapport à un va dev. parler au développeur. Le lead développeur va plutôt parler avec le business, avec les autres parties, pour, comme on disait tout à l'heure, répondre à une solution, enfin répondre à un besoin business
par une solution technique. Ok. Il y a aussi un encadrement des C'est équipes. ce que j'allais dire. Oui, Est-ce que le lead dev, c'est pas un peu Alors- la locomotive de l'équipe de dev? Alors justement, moi je suis Ça te défend je suis peut-être. passé lead en début d'année là. Oh, bravo Merci, merci. Valentin. Et en fait, on l'a bien précisé au reste des équipes quand on a annoncé, parce qu'on est plusieurs à être passé lead à ce moment-là de l'année. On a bien précisé aux autres développeurs que c'est pas, on devient pas les petits chefs et on va pas dicter nos lois, etc. C'est juste qu'on va essayer d'instaurer un cadre et mettre en place le plus possible les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment accompagner l'évolution des projets, comme a dit Geoffrey, via des interactions avec d'autres types de collaborateurs, mais aussi essayer de faire avancer les projets en apportant une plus-value de par notre connaissance technique, de notre background, de nos expériences passées, et vraiment booster un peu les équipes. Donc c'est un peu ça aussi le rôle de lead. Et puis vous continuez de... Quand on est lead, est-ce qu'on continue de développer autant qu'un dev ou finalement... Alors, à Après, mon goût, ça pas dépend, assez. ça À mon dépend goût, pas peut-être, assez. ça dépend Ça dépend peut-être du des projet. projets et des Oui, contextes... parce que moi, tu vois, j'ai pas diminué ma charge de travail. J'ai juste une ou deux réunions en de plus, quoi. Mais à mon échelle, non. Mm. Après, oui, ça nous investit une mission différente parce qu'on va devoir, on doit être plus à l'écoute des autres développeurs, des questions qu'ils peuvent avoir parce qu'on devient un peu référent à ce niveau-là. Donc c'est sûr que spontanément, on va avoir des missions qui vont un peu apparaître comme ça, où par exemple, comme on disait, auprès d'autres types de collaborateurs, notre parole va être plus écoutée à cause de ce nouveau statut. Et on va se retrouver dans des réunions où on va demander notre analyse parce que justement, on a ce statut un peu plus élevé et on accorde plus d'importance à notre expertise. Mais ça, c'est pas mal. Enfin, ça peut être intéressant quand, par exemple, les équipes de dev rencontrent certaines problématiques. Est-ce que le fait d'être lead développeur, ça vous permet pas de porter la voix des développeurs pour peut-être qu'on vous aide à mettre en place un peu la locomotive Ouais, côté c'est ce dev que en je fait. disais. On est les délégués de classe, quoi. C'est ça. Par contre, il ne faut pas confondre lead développeur et manager. Parce que le manager a un rôle RH, a un rôle plutôt de conseil sur la vie et tout. Le lead développeur, après, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où le lead est le manager. Moi, dans toutes les boîtes que j'ai fait, le lead développeur avait vraiment plutôt un rôle de tech lead pour faire monter les autres devs en compétences, écouter les autres devs parce que c'est pas parce que c'est le lead qu'il a la meilleure idée, il faut vraiment écouter tout le monde. Et il va vraiment être plutôt la locomotive du projet et un peu comment dire, la tête de l'équipe de dev. Souvent, on essaye aussi, côté lead dev, quand la pression vient du business, d'empêcher que la pression tombe sur les devs. Le filtre, en fait. On fait bouclier. Et par exemple, moi, à différence de Valentin, je suis dans une plus grosse équipe, sur un plus gros projet. J'ai plus assez le temps de développer. Je passe mon temps en réunion à plutôt faire limite de l'architecture. Je suis presque passé architecte plus que lead dev. Et donc, j'ai quasiment plus le temps de développer. Si dans une journée, j'arrive à développer 2 heures, c'est la meilleure journée de ma semaine. Et ça te frustre ou ça va? Ou ça dépend des jours? Alors, ça dépend des jours et ça me frustre. Oui et non, en fait, c'est moi qui ai poussé aussi pour peut-être avoir plus ce rôle-là d'architecte et parce qu'il y en avait besoin sur le projet où j'étais. Mais, alors oui, ça me manque de coder, mais au pire, je code le week-end, je me fais mes petits trips de développeur geek et je développe mes conneries le week-end. Okay. Et du coup, ça ouvre une question, et je pense à des gens qui sont par exemple passionnés de code, etc. Si on veut évoluer dans une entreprise ou même en tant que freelance, en restant proche du code et en codant encore, est-ce que c'est possible finalement? Parce que d'après ce que vous me dites, et le regard que j'ai, et je pense que c'est assez biaisé parce qu'on connaît surtout la même entreprise, mais est-ce que c'est possible d'évoluer hiérarchiquement en continuant à coder autant qu'on le faisait au début? Jusqu'à un J'ai pas certain l'impression. Je pense qu'il y a un moment... Ouais, je pense qu'il y a un plafond de verre qui est atteint très, très rapidement parce que dès qu'on atteint des strates qui commencent à taper sur du management, etc., on n'a plus le temps. Ou de la vente de projet. Par exemple, ouais.
Donc oui, il y a un choix à faire à un moment dans nos carrières. Je pense qu'on est facilement confronté, parce que comme tu le disais, il y a des manques de développeurs, mais il y a aussi des manques de managers. Et surtout, aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens avec cette double casquette, des managers qui soient capables de comprendre les équipes. La tech. Donc on a forcément un peu, quand on commence à avoir un peu de la bouteille, tous connu un peu ce type de proposition où on nous demande si on veut switcher vers des postes plus manager, responsable d'équipe, etc. On me l'a pas demandé. Toi, Ah, mais, Moi, toi, te l'as vas-y. imposé. mais, c'est là où je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut continuer à faire. Et typiquement, de la gestion de projet, du management d'équipe, c'est très chronophage. Et donc, on perd du temps à coder. Et non, je pense que plus tu montes, moins tu codes. Après, ça dépend. Parce que quand tu arrives au niveau d'au-dessus, le niveau supérieur, quand tu ne gères plus de projet et que tu es un peu, par exemple, le tech lead de ta boîte, quand c'est une boîte assez grosse, Genre CTO. genre C'est ce que j'allais CTO ou même tech lead back, tech lead front sur une techno, Ouais, tu peux te retrouves à t'amuser faire plus de dev. finalement. Tu te retrouves à faire plus de dev qu'avant parce que tu as ta petite équipe de lead, ta petite armée de front-end lead ou de back-end lead qui gère des projets pour toi. Et toi, tu es plutôt au-dessus à regarder de loin, à faire des essais et surtout à faire de l'avant-vente. Donc, il y a une boîte qui vient, qui veut répondre à un besoin, il va développer en 2 jours pour aller montrer ce quoi la boîte est capable de faire afin de gagner un projet. Après, c'est comme tout, je pense que ça dépend des entreprises. Oui, ça C'est, dépend des entreprises. En start-up, tu dois développer, Voilà. faire des réunions et pas dormir. Faut choisir. Après, dans une boîte comme Valtech, on a déjà vu des gens avec des hautes responsabilités prendre un peu de temps pour, justement, comme a dit Geoffrey, Pour répondre rester, à répondre à trouver- des propositions. Et alors, peut-être que vous avez vu venir ma question suivante. Justement, en termes évolution, parce que vous avez respectivement 29 et 33 ans, 32 ans, Bientôt 33. voilà, Doucement. en novembre. Vous, alors je vais pas dire dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ces questions-là m'agacent, mais est-ce qu'il y a des évolutions, des types de postes, des technologies peut-être qui vous intéressent? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous avez envie de faire dans le futur ou pour l'instant vous vivez l'instant présent et cueillez le jour? Alors, pour être honnête, là, je suis en plein tournant où on propose de plus en plus de prendre des responsabilités un peu, je vais pas dire manager, mais gestion de projet. Et justement, la question se pose où encore aujourd'hui, le code, c'est ce qui rythme mes journées et ce qui m'intéresse le plus dans mon travail. Mais à côté de ça, de par mes expériences passées, j'ai accumulé beaucoup de connaissances sur la gestion de projet en côtoyant des gens qui le font et en faisant un peu, par capillarité, un peu de gestion de projet Ça devient par assez moi-même. naturel quand Voilà. on lève. Exactement. Donc c'est vrai que la question se pose, et comme on en a discuté il y a quelques minutes, il y a vraiment ce dilemme de je ne veux pas arrêter de coder parce que c'est ça qui me plaît dans mon travail, mais en même temps, faire un peu autre chose, ça peut permettre de découvrir, on en revient à la curiosité du développeur, c'est C'est un peu central. pourquoi ne pas tester C'est ce beau de truc-là. parler de cette fameuse curiosité du développeur. On boucle parce que c'est vrai que les problématiques je pense qu'on fait face à ces problématiques-là tous. Et la question se pose à un moment, donc oui, on y est confronté à ce genre de problématiques. Et après, c'est aussi une question d'opportunité. C'est clair. En fonction des projets, en fonction de la structure des équipes, en fonction à un départ, des arrivées. Des fois, on va faire monter quelqu'un parce que quelqu'un s'en va, on va faire monter quelqu'un parce que quelqu'un arrive et du coup, la charge de développeur est trop grande, donc en fait, on a trop de gens pour faire le travail, donc il faut réduire. Et tu peux te faire chasser peux par te faire d'autres chasser. entreprises Exactement. Tu peux faire des erreurs Ouais. et aller changer de boîte et revenir après aussi. Oui, parce par que exemple, t'as fait on une ne erreur. citera personne. On citera mais- personne, on mais citera c'est moi. personne, mais- Je vois pas de qui tu parles. Mais donc t'as pas répondu à la question où tu te vois dans 5 ans. J'allais y venir. Justement, j'ai pas demandé. Non, mais, Mais on peut. c'est vrai que t'es en plein dilemme. Valentin. Ouais, parce que je pense qu'on cherche tous une stabilité entre continuer à coder et se faire kiffer au quotidien, mais après, comme je dis, ça dépend vraiment des projets. S'il faut passer chef de projet sur un projet où en fait le code n'est pas intéressant, pourquoi pas, ou
même si le code est intéressant et que la gestion de projet peut être assez cool et monter en compétences, c'est vraiment une question d'opportunité. Donc dans 5 ans, je me vois toujours coder autant ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est une certitude parce que c'est ce qui me fait vibrer. Après, passer plus de temps sur de la gestion de projet, voire du manager, va être plus manager, pourquoi pas non plus. Ouais. Et toi, Geoffrey? Moi, c'est compliqué parce que je suis un peu un tournant, mais le tournant d'après. Le tournant de est-ce que je continue à être. Je continue à prendre du galon sur la techno? Est-ce que je deviens tech lead au-delà d'être. Voilà, est-ce que je prends plus de place, architecte, tout ça? Ou est-ce que j'arrête le dev et je m'oriente plutôt vers la gestion de projet? Moi, je sais que mon choix est déjà fait. C'est plutôt continuer dans la partie architecture front et tout. Et de toute façon, quand on arrive sur des plus gros postes comme ça, on est obligé de faire de la gestion de projet parce qu'on va gérer les autres devs, Forcément. on va gérer les projets. C'est inhérent à n'importe quel poste en fait. C'est finalement, ça. Un poste à responsabilité c'est en comme filigrane, C'est ça. Donc plutôt m'orienter vers de la grosse architecture front bien fun où je vais bien me casser la tête, où au lieu de coder, je fais des boîtes et je dis cette boîte est connectée à tel truc et tout. Bon, en fait, pour vous deux, j'ai l'impression que le code et le fait d'être sur la tech, ça prévaut sur le reste. Et il y a une question que je ne vous ai pas posée. Je ne vais pas vous demander ce que vous aimez dans votre métier, puisque je pense que c'est assez clair. Mais, et je vais être un petit peu vulgaire, pardon maman si tu écoutes le podcast, qu'est-ce qui vous fait chier dans votre quotidien? Il y a forcément des aspects où vous vous êtes dit oh là là, mais là, moi je pense à un aspect que j'aime du coup, pour pas répondre à ta question, mais il y a l'aspect formation. Former les autres devs, c'est trop bien. Former les autres devs, c'est trop bien. Ouais. Aider les autres à grandir. Accompagner des juniors ou accompagner des gens à monter en compétences, ça c'est trop bien. Donc tomber sur des gens qui sont réceptifs à ça, c'est cool. Tomber sur des gens qui s'en battent les couilles, ça fait un peu chier parce que toi tu donnes de ta personne et des gens qui en fait t'écoutent que d'une oreille ou en mode c'est moi le meilleur, en fait je viens d'une grande école et tu vas pas m'apprendre la vie. C'est frustrant. C'est frustrant et t'as envie de caler des petites tartes dans ta bouche. Mais moi, je vais dans l'autre sens. Qu'est-ce qui me fait chier? Souvent, c'est... alors, désolé si vous écoutez, mais c'est les clients. Parce que les clients, de la même manière que Valentin a dit, on éduque. Parce que souvent, les clients n'ont pas la connaissance technique et on leur demande pas de l'avoir. Mais ils peuvent essayer de comprendre la technique. Et donc, le client qui dit « fais ça, t'as pas le choix, c'est comme ça », ça me fait chier. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance et des fois on peut juste techniquement pas faire ce qu'ils demandent et donc c'est là où moi le métier me fait chier de temps en temps parce que on se retrouve à devoir batailler pour vendre notre truc alors que voilà. Mais je pense que ça c'est inhérent aussi à beaucoup de problématiques dans notre métier. C'est des gens avant nous ont vendu quelque chose qui est irréalisable. Et nous, derrière, on doit ramasser Et alors ça, c'est vraiment les parties les plus chiantes de notre métier. C'est ramasser les pots cassés, parce que l'entreprise ou tout ce qui est au service des achats, en fait, a négocié un contrat en or. Sans consulter. Ouais. Ah, le projet vendu, 6 mois de travail qu'on doit faire en 2 jours, voilà. On l'a tous connu. Ça, vous savez, même en recrutement, on l'a connu, vendre aux clients des technologies, et puis après, la personne vient de vendre en disant... Mélissa, en fait, on a vendu ça, tu les as? Non. Mais trouve-les. Ça, je pense que c'est le plus rageant. Bon, moi, c'est pas inhérent à notre travail. Enfin, nous, on est à Paris. Regardez Paris où on est pour les JO en 2024. On va pas parler de ça. Voilà, mais c'est la même chose. Geoffrey, c'est la même chose. Oui, mais je pense que on partage tous ça, et c'est en ça que c'est intéressant, je pense, de ce genre de podcast. Bon, là, je me lance un peu des fleurs. Mais non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a des ponts entre tout et finalement entre tous les métiers, il y a des problématiques qui sont intéressantes. Il n'y a pas de métier parfait. Ouais, il n'y a pas de métier parfait. Et en fait, je voulais aussi faire plusieurs épisodes sur le métier de développeur parce que moi, pratiquement tous mes amis, en dehors de vous, sont dans des secteurs totalement différents. Et en fait, le cliché un peu du geek, des développeurs qui sont un peu différents, quoique ça c'est un peu vrai, ça reste. Et on a l'impression que c'est un peu un monde à part. Et savoir qu'il y a toujours des... finalement les mêmes problématiques, quel que soit le métier, je pense que c'est intéressant. En plus, vous avez bien vulgarisé et parlé de votre expérience. Donc, merci pour ça. Et on a réussi à rester sérieux, à peu près. Mais tu vois, c'est fou.
Parce que c'est vrai qu'on côtoie beaucoup de types de clients. Et de moins en moins, on ce stéréotype du gros geek. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à penser que ce cliché-là nous colle de moins en moins à la peau. Mais c'est quand on va discuter avec des gens en soirée ou des gens complètement à l'extérieur, qui ne sont pas du tout en rapport avec ce milieu-là. En fait, le cliché nous colle encore à la peau. Il est encore là. Après, le cliché, sans parler du geek, sans parler de tout ça, le développeur qui est différent, c'est quand même pas un cliché. Non, c'est pas Moi, un cliché, je vois c'est vrai. où je travaille, il y a quand même beaucoup de gens en costard. Moi, j'arrive en short, basket, pas de chemise, tatoué. Alors, j'ai pu, mais des gros écarteurs et tout. On me voit parce que on sait que je suis le développeur. Ouais, mais à côté vrai. de ça, le développeur, il viendrait en costard. Ça serait aussi bizarre. Et donc, c'est un cliché inverse, en fait. Oui, où on attend que exactement. le développeur soit différent. Alimente son cliché. Exactement. En fait, on s'attend à ça. Et après, pour rejoindre ce que tu disais, Valentin, justement, en soirée, moi, il y a beaucoup de soirées où j'ai mélangé mes amis dev, mes amis non dev, etc. Et on voit que, quand même, il y a beaucoup de personnes introverties, mine de rien, chez les développeurs. Et ça, pour moi, c'est pas un cliché. Mon expérience me montre que beaucoup de développeurs, et qui restent développeurs seniors, par exemple, ça va être des personnes qui, au départ, sont assez introverties en termes de sujets de conversation et tout. Parfois, ça se ressent. Moi, je m'en fous parce que j'adore. Ouais. Pop culture, développement, Temaku PC, quoi. C'est... Et ça, c'est... Non, mais en fait, moi, j'en peux plus. C'est des personnalités qui ont des attraits introvertis, ça c'est certain, parce que c'est des milieux où il y a ça. Mais il faut être introverti pour passer 8 heures devant un PC à parler à la personne et coder. Exactement, Moi, je pense. il y a ça aussi, ça joue beaucoup. Ouais. Ça joue beaucoup. Mais après, tu vois, j'avais une anecdote, on avait fait une soirée, on a passé un bon moment avec des gens, et sur le chemin du retour, on rentre avec quelques personnes, et on nous dit « Ah, mais en fait, vous êtes sympa ». Et ça, tu vois, ça... C'est dingue, c'est ouf. En fait, vous êtes des êtres humains normaux, Ouais. et vous parlez pas de code. Et vous c'est sentez ça. bon. Et vous sentez bon, et vous prenez des Ouais. douches. Et c'est, après, je pense que c'est comme tous les clichés. On sait qu'il y a toujours une source. Après, faut et regarder puis- les films. Et puis on auto-alimente. Il y a les films, tout quoi. Tout. Les films, c'est l'enfer. Alors, c'est plutôt le cliché du geek que du développeur, mais The Big Bang Theory a quand même fait beaucoup de mal en termes du cliché du geek. Et tout le monde s'attend à ce que le développeur soit Sheldon Cooper. C'est clair. Et c'est un enfer. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est chiant. Et moi, je suis bien contente d'avoir travaillé dans cet environnement. Parce que je pense que j'avais pas de clichés avant. Mais là, en vous connaissant, après en connaissant certains, je me dis. T'as créé le cliché aussi. Cliché est vrai. Mais voilà quoi. Donc merci d'avoir partagé ça. Et puis on arrive sur la fin de l'épisode. Donc je vais poser ma question adorée, la meilleure question, je pense, du podcast. Si vous deviez choisir une soundtrack pour votre vie professionnelle, que ce soit passé, actuel, ce serait quoi? Je vous laisse chacun me dire. Et... Moi, j'hésite. On a discuté avant. On a discuté avant et moi, j'hésite entre deux chansons. Soit une chanson de The Midnight que j'adore, qui s'appelle Nocturnal, qui est vraiment très douce parce que c'est la force tranquille. On fait avancer les choses comme on peut et tout. Et à l'opposé, total, plutôt Queen, Don't Stop Me Now, parce que toujours continuer. Moi, Et puis, me parle. et c'est un peu notre hymne en plus chez Valtech en soirée, ça a longtemps été notre hymne. Parce que toujours aller plus loin, aller plus vite, toujours plus loin, plus fort, plus vite, extrême j'aime bien. limite. J'aime bien. Et j'adore cette rêve. Cette référence est magique. Et moi, je vais plutôt me diriger vers la lofi / indie, parce que c'est vraiment ce que ça me je... parle. Voilà. Oui. Moi, c'est That Life de Unknown Mortal Orchestra. Inconnu. Voilà. C'est inconnu écoute, on va en aller gros chercher bataille. sur Spotify. Hein. Voilà. Mais ouais, plutôt lofi, etc. Parce que c'est ce que j'écoute majoritairement quand je travaille. Et je trouve que la fameuse lofi study girl sur YouTube, c'est le cliché sur son ordinateur qui tape tout en étant tranquille. Donc non, je pense que c'est ça. Ouais. Alors moi, à l'inverse, quand je développe, il faut que j'écoute de la musique énervée pour me mettre dans mais de musique énervée pas étonnant. de tout type. Oui. Parce que la musique binaire 1-2, 1-2, ça me permet de me mettre dans la concentration et de rien entendre autour.
Non, mais même vos réponses sont réfléchies. Merci pour ça. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu pour cet épisode, d'avoir partagé un peu des dessous de votre quotidien. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, une phrase de la fin ? Est-ce que vous voulez me faire plein de compliments avant ? Non. Non, mais merci de nous avoir Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir fait confiance. Oui. Et on est resté sérieux. C'est Oui, incroyable. et ça, C'est incroyable. Je suis très fière de nous. Ben, moi C'était aussi. compliqué par J'avais, moment, mais... aucun doute qu'on allait y arriver. Moi, j'en avais totalement. Moi aussi, je ne vous faisais pas confiance. Enfin, Oui. surtout en moi. Mélissa, le mot de la fin. Au revoir. Et à bientôt à tous Au revoir. pour un nouvel épisode sur le podcast. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Girl in the bathroom, floor at the key. Certainty's all the way. Brother of coke,